Bonjour à tous. Bonjour pour Hello. cette dernière. Bonjour. Hello, hello. Bon, écoutez, vous êtes toujours vivants. Ça, c'est cool. Donc, c'est la dernière de la, de la saison. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Livestorm, donc cet outil, en fait, je vais vous expliquer rapidement comment interagir avec nous à la séance. Donc, tout en haut, voilà, à droite, vous avez le chat. Vous pouvez nous dire bonjour, vous pouvez nous parler, etc. Donc, ça, c'est cool. Et si vous avez des questions spécifiques auxquelles vous voudriez des réponses précises, donc en fin de séance, vous pouvez les poser dans l'onglet questions, le deuxième onglet, ce qui permet aussi à chaque participant de voter, ce qui permet aussi du coup de prioriser les questions à poser en fin de séance. Puis un petit sondage, c'est au moins juste pour savoir, voilà, est-ce que vous êtes déjà venu participer à un M'as-tu vu? Comment vous avez connu cet événement? Voilà, et puis quelle est votre spécialité? Comme ça, on vous connaît un petit peu plus. Et le dernier onglet vous permet de voir tous les participants. Donc, ça peut être sympa si vous connaissez des gens que vous connaissez. Alors, donc voilà maintenant la présentation. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment ça se passe. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, là, c'est vraiment le dernier sprint avant l'été. Donc, on a imaginé M'as-tu vu pour vous aider, en fait, à constituer un portfolio. Oula, gros bruit. Constituer un portfolio pour vous préparer à vous présenter davantage vos qualités, voilà, votre expérience, et puis surtout simplifier et synthétiser. On vous a donné déjà pas mal de conseils, et là, ce qui est chouette aujourd'hui avec Marion, c'est que on va voir du point de vue de l'agent, et pas du point de vue du créatif ou du designer, etc. Donc, M'as-tu vu, donc ça va continuer. Ça, c'est cool. Et surtout, on va vous envoyer un petit récap de toutes les saisons toutes les émissions qu'on a réalisées, donc en courant juillet. Et ce qu'on va voir avec Marion, donc agent illustrateur, fondatrice de l'agence Pekelo, c'est, voilà, expliquer aux gens qui est cette personne très sympathique, qui rit beaucoup et ça fait plaisir. Un peu des conseils pour créer son portfolio, et puis on va écouter aussi nos amis d'Adobe qui vont présenter le live stream, comment faire du live stream sur les différents outils qu'ils vous ont présentés déjà, enfin pas tous, mais certains. Et on va prendre pas mal de temps sur la stratégie de com, parce que c'est ça qui est important, et surtout que là, on a l'été, alors peut-être pas travailler cet été, mais en tout cas, se dire que pour la rentrée, vous aurez un portfolio prêt, où vous saurez au moins comment l'envisager. Et puis évidemment, prendre quelques questions, et on pourra répondre aussi dans le chat s'il le faut. Et puis, voilà, on conclura par les 3 conseils de Marion. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment la finale. Et puis maintenant, j'espère qu'on verra vos portfolios. Il faudra nous les envoyer surtout. Parce que après tout ce travail, ça serait trop cool. Voilà, mais je laisse la main ou la voix à Jérémy. Ça marche. Pour présenter l'événement. Top, top. Eh bien, bienvenue Marion. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour cette dernière émission de cette saison 1 de M'as-tu vu. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es? Ok. Alors, je suis Marion. Ça fait du coup 4 ans que j'ai fondé l'agence Pekelo. Oui, c'est ça, 4 ans. L'agence, elle représente une douzaine d'artistes pour l'instant, parce que l'équipe va s'étoffer. En effet, pendant les 4 premières années, j'ai vraiment eu à cœur de créer une agence à taille humaine pour prendre un temps de qualité pour chaque artiste. Donc les 4 premières années, les 2 premières années, j'étais seule. Depuis 2 ans, il y a Camille à mi-temps pour l'instant qui m'a rejoint, et comme elle va passer à plein temps à la rentrée, ça permettra d'étoffer un peu l'équipe. Et du coup, comment est née l'envie de monter une agence
d'illustrateur. Moi, avant, j'étais éditrice chez Hachette dans le domaine de l'illustré. J'ai jamais voulu être éditrice en littérature parce que j'ai toujours trouvé fascinant le rapport entre le texte et l'image. Et puis, après 10 ans en tant qu'éditrice chez Hachette, principalement, j'ai un peu fait le constat que si j'avais voulu faire ce métier d'éditrice, c'était pour prendre le temps. Enfin, c'était pour accompagner les créatifs, faire les plus beaux projets possibles, les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes, les aiguiller pour qu'il y ait une cohérence autour de chaque projet. Et puis, je me suis rendu compte au bout de 10 ans qu'en fait, être éditrice, c'est aussi faire beaucoup de prod, avoir un planning très, très chargé et que du coup, si je voulais conserver ce temps de qualité avec chaque créatif, auteur, photographe, styliste, illustrateur, DA, qui faisait les livres, en fait, soit je devais faire des journées infinies, soit je me retrouvais à envoyer des listes à puces de fais ci, fais ça à chaque créatif et c'est pas du tout le sens que j'avais voulu donner à mon travail d'éditrice au début. Et du coup, j'ai réfléchi à quel autre métier il y aurait dans le domaine des arts visuels qui me permettrait d'être dans cette démarche, en fait, d'accompagner les créatifs. Ouais. Et il se trouve que c'est d'ailleurs une illustratrice que je représente maintenant et avec qui je travaillais déjà chez Hachette qui m'a donné l'idée un soir où je devais être un peu plus dans une réflexion avancée. Elle m'a dit, mais attends, en tant qu'illustratrice, c'est Mélodie Danturc qui m'a dit ça, en tant qu'illustratrice, c'est trop chouette de bosser avec toi, tu valorises notre travail, tu te bats pour qu'on soit le mieux payé possible. Pourquoi tu ne serais pas agent d'illustrateur? Ouais. Et sur le moment, je dis, mais n'importe quoi, je suis éditrice, j'ai une formation littéraire. Enfin, voilà. Et puis, j'ai pris à emporter, j'y réfléchis, et puis voilà. Donc, l'agence est née comme ça. Et effectivement, au début, moi, je venais de l'édition. Donc, après, édition presse, c'est un peu des cousins. Donc, les réseaux ne sont pas très éloignés. Ouais. Mon enjeu au début de l'agence, donc il y a 4 ans, ça a été de vraiment développer mon réseau, le réseau de l'agence auprès des marques, auprès des agences de pub. Et ça a été voilà, l'enjeu. Mais je crois qu'après, au bout de 4 ans, il y a toujours énormément de boulot. Il y a toujours plus de boulot que ce qu'on a déjà accompli. Mais au bout de 4 ans, ça y est, la place, on a creusé le sillon, quoi. Ouais. Et si j'entends bien, c'est aussi un désir relationnel qui t'a poussé à ça, alors l'envie d'une proximité plus forte avec les artistes. Ouais. Mais tu n'as pas peur de l'aspect économique et financier, et donc du coup, le métier d'agent, boum, ça fit à mort, quoi. Oui, parce que pour le coup, le côté, j'ai eu la chance chez Hachette d'avoir croisé des gens qui faisaient confiance aux éditeurs, même si c'est des gens qui ont des formations littéraires, pour leur apprendre à développer leur. En fait, on ne pouvait pas penser un livre sans faire une étude de marché sur le potentiel de ce livre, sans penser à comment on allait le présenter aux commerciaux, il ne pouvait pas être validé sans qu'il y ait une économie qui tienne la route. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, des marketeurs, des directeurs d'édition, des contrôleuses de gestion chez Hachette, qui m'ont vraiment appris à avoir cette dimension-là, parce qu'effectivement, 10 ans avant de commencer chez Hachette, quand j'ai commencé en tant qu'éditrice, je savais faire un livre, point barre, mais le côté économique, commercial voilà, et même voilà, il y avait, j'avais négocié des partenariats, par exemple avec les Inrock ou avec des grosses structures quand j'étais chez Hachette, qui apprennent aussi tout ce travail de négo et de faire tenir un projet debout en négociant avec tous les intervenants. Donc, c'est vrai que être dans une très grosse boîte qui a un gros souci de rentabilité, ça apprend aussi soi-même à ne pas être qu'une petite éditrice littéraire. Oui, bien sûr. Non, mais c'est hyper important et c'est précieux et on reviendra peut-être un petit peu plus tard dessus. Est-ce que tu pourrais du coup nous présenter 3 projets dont tu es particulièrement fière en tant qu'agente?
Oui, complètement. Alors, le premier, je vais retourner sur… Le premier, en fait, il a vu le jour il n'y a pas très longtemps. Donc là, je suis partie sur Vimeo parce que c'est un projet d'animation. C'était pendant le premier confinement, quand on tombait tous un peu dénus sur ce qui nous arrivait et que voilà, les rues étaient désertes et qu'on trouvait ça très étrange. Il y a la directrice de création d'Arte, Cécile Schaffer, qui nous a contactés avec Amélie Barnatan. Donc Amélie Barnatan, c'est une artiste de l'agence qui travaille qu'à l'aquarelle. C'est important de le souligner parce que ça va permettre de se rendre compte de l'ampleur du challenge qu'on a relevé, qui nous ont contactés pour mettre en œuvre les habillages de chaîne. Vous savez, ces petits spots télé qu'il y a entre les programmes de la chaîne sur Arte. Et en fait, son projet, au début, c'était vraiment une idée. C'était que Amélie crée une œuvre évolutive qui présente le confinement sous une forme onirique, plutôt optimiste et joyeuse, et que chaque jour, il y a un spot de 30 secondes qui anime en fait cette œuvre évolutive qui paraisse sur Arte, quoi. Ouais. Donc c'était un sacré défi parce que je crois que quand elle nous a contactés, ça devait être 5-6 jours après le début du premier confinement, et il fallait que les premières vidéos d'animation elles soient prêtes, je crois, une semaine après. Et puis après, il y en a une par jour. Plus une par semaine il me semble que c'était 1 minute qui fait la synthèse de toute la semaine, de toutes les vidéos d'animation de la semaine. Et ensuite, une pour le mois qui présente l'ensemble de l'œuvre. Ouais. Donc là où c'était un sacré challenge, c'est que Amélie, qui fait un travail fantastique, qui est hyper riche, foisonnant, onirique, elle ne travaille qu'à l'aquarelle. Donc, ce qui est génial, mais pour faire de l'animation, c'était se rajouter quand même un challenge, ouais. Tu peux nous montrer un peu scroller carrément. Donc voilà, elles sont toutes sur le Vimeo de l'agence. C'est plus simple parce qu'il y en a 30. Donc par exemple, alors ça c'est la dernière. On va commencer par la première. Par exemple, ça c'est la numéro 28. Hop. J'espère que ma connexion va être suffisamment forte parce que c'est assez lourd. Ouais, c'est superbe. Voilà, donc ça c'est une des 30 parce qu'il y en avait une par jour. Et donc, voilà, dans un temps record, on a dû conceptualiser les choses avec Amélie, avec la validation aussi de Cécile, la DA. Donc, sur quoi on partait donc, on est parti sur un arbre, en fait, sur un arbre où on commence tout en bas et petit à petit, au fil des jours, je suis désolée, je n'ai pas une super connexion là où je suis. Voilà. Petit à petit, au fil des jours, on monte en fait dans cet arbre. Vous voyez, on commence en bas et petit à petit, on monte au fil de l'arbre. Et chaque jour, il y a une petite scénette dans une des branches. Voilà. Oui. On encourage les auditeurs à aller regarder le projet de leur côté pour regarder toutes les vidéos. Ce sera plus simple parce que là, j'ai beaucoup trop d'onglets ouverts pour que tout charge. Et du coup, voilà, en un temps record, c'était, je pense qu'en 3 jours, on a fait beaucoup des nuits blanches avec Amélie pour conceptualiser vers quoi on partait. Amélie, qui avait à l'époque jamais animé son travail, depuis ça a déclenché d'autres commandes, donc elle commençait à être rodée, mais à l'époque jamais animé son travail. On s'est mis en relation avec une motion designer qui est super, qui bosse avec la partie studio de l'agence à l'occasion, qui s'appelle Camille Sevestre. Et avec Camille, on a
on a fait une sorte de protocole express sur comment rationaliser le plus possible le temps pour réussir à produire une vidéo par jour, parce que ça implique pour Amélie de faire l'aquarelle, de le scanner, de tout détourer même par élément pour animer les pétales des fleurs, les membres des personnages, etc. Et pour qu'ensuite, voilà, on puisse livrer une vidéo par jour. Voilà. Donc, donc, ça a été un super challenge. L'équipe, enfin voilà, c'était au début. Un sacré marathon. On a eu quelques frayeurs quand même. Va-t-on y arriver? Et puis on y est arrivé. L'équipe d'Arte a été. Enfin voilà, finalement en fait c'était un peu le projet de rêve parce que tout était plaisant, le résultat est canon et ce projet, en plus cerise sur le gâteau, elle a été primée en or au prix du club des DA en illustration animée. Trop bien. Donc voilà, ça c'est le projet un peu de rêve où tout se passe bien, où c'est génial et c'est beau et à la fin ça a un prix. Formidable. Donc on encourage tout le monde à aller regarder les vidéos. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer les deux autres projets? Oui, alors je vais sur le bon onglet. Ah voilà. Le deuxième projet, en fait, il date d'il y a 2 ans maintenant. En fait, un jour, l'équipe de Paris Aéroport, à la communication de Paris Aéroport, à l'image. J'ai des bugs sur mon code. Pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà. À l'équipe de Paris Aéroport m'a contactée pour mettre en place, vous savez, dans les terminaux qui mènent aux salles d'embarquement, il y a ces infinis tapis roulants dans des zones qui sont pas forcément très esthétiques parce que c'est des longs tunnels avec des longs tapis roulants avec une lumière assez sombre, mais sur les côtés d'immenses murs en fait. Et ils m'ont dit voilà, on aurait envie de mettre en œuvre une exposition qui valorise la jeune scène de la création française en illustration, parce que voilà. Et qu'est-ce que vous nous proposez? Donc c'était vraiment une carte blanche. Donc ils m'ont transmis la surface. Donc en tout il y avait 90 mètres d'exposition, je crois, en tout. Et au début, ça n'aurait pu être que ne représenter que les illustrateurs de l'agence là-dedans, mais en toute honnêteté, si on voulait une exposition qui valorise les créatifs français en illustration, bon voilà, j'avais pas la prétention de dire que tout était chez Pekelo quand même. Donc finalement, cette exposition a été plus large. Ça m'a semblé pertinent d'avoir une vingtaine d'illustrateurs avec chacun une surface de 3 mètres pour s'exprimer. Donc certains ont fait une fresque de 3 mètres. Là, par exemple, on peut voir sur ce visuel, certains ont fait une fresque de 3 mètres. Certains ici, comme Manon Bucciarelli, ont fait des diptyques, donc de 1,50 m chacun. Et il y en a d'autres qui ont fait des triptyques de 1 mètre chacun, comme ici, Sophie Delacorte. Donc ça a vraiment été une carte blanche parce que même au niveau de la thématique, on leur a proposé différentes thématiques. L'idée, c'était de valoriser la capitale aussi. Donc l'angle qu'ils ont retenu, on avait plusieurs storytelling, je m'en souviens plus des autres, mais l'angle qu'ils ont retenu, ça a été l'angle une fenêtre sur Paris. Et du coup, l'idée, c'était que chaque artiste représente Paris depuis une fenêtre. Donc, il y en a qui ont choisi une fenêtre de taxi. Je ne sais pas si c'est là parce que je ne les ai pas tous mis ici. Comme Anna Uru, qu'on voit ici, c'est le Moulin Rouge vu depuis une fenêtre de taxi. D'autres, une fenêtre de musée, une fenêtre d'appartement, comme Grégoire Jiquel, un peu plus bas. Un appartement, vous savez, du 16e, quand on voit, c'est le métro Passy, Trocadéro, on voit la Tour Eiffel, etc., avec le métro qui passe devant. Donc voilà, chaque artiste a donné sa vision de Paris à travers une fenêtre. La scénographie, en revanche, a été faite par l'agence Babel, l'agencement des différentes fresques. Mais voilà, là encore, c'était un super projet parce que c'était une carte blanche
pour nous en tant qu'agents pour proposer un storytelling et une sélection d'artistes, parce que du coup, j'avais proposé à l'origine une trentaine d'artistes à Paris Aéroport et l'idée c'était d'en sélectionner 20. Donc il me semble qu'il y avait 8 artistes invités, donc qui ne faisaient pas partie de l'agence à l'époque, parce que depuis il y en a quelques-uns qui l'ont intégré. Et puis donc c'est une carte blanche pour l'agence et aussi pour chaque artiste, parce que là encore ça a été super avec Paris Aéroport. Ils ont eu c'était le deal, mais ils ont vraiment eu aucun retour et beaucoup d'enthousiasme sur tout ce qui a été proposé par les artistes. Donc, c'est vrai qu'on était hyper contents. Et après, ils ont organisé une sorte de visite guidée pour les artistes de l'exposition en live. Donc, c'était super. Et alors, malheureusement, mais finalement heureusement, parce que le terminal, à cause du Covid, a été fermé depuis quasiment 1 an et demi, parce que Paris Aéroport a regroupé les vols au même endroit et celui-ci est fermé. Mais voilà, on s'est recontacté pour reprolonger l'exposition. Ce terminal rouvre en janvier et l'exposition va être prolongée d'1 an, parce que sinon ça aurait été trop bête, elle aurait été visible que 6 mois. Donc, voilà. Top, c'est magnifique. Est-ce que tu peux très brièvement nous présenter le troisième après? Ce serait bien qu'on continue. Parce que j'ai déjà débordé, c'est ça? Non, ne t'inquiète, non, c'est très cool de discuter et tout, mais ouais. Alors, le troisième projet, c'est un projet qu'Aurore Carrick a créé. En fait, on a été contacté via l'agence Seedly. Alors, c'est en train de charger, là encore, j'ai beaucoup trop d'onglets ouverts. On a été contacté par l'agence Seedly pour refaire tout le design des packaging de la marque Good Goo, qui est une marque de biscuits bio pour enfants. Et là où je suis très, très fière de ce projet, c'est déjà parce que le travail accompli par Aurore est incroyable, parce qu'il y a pour l'instant très peu de packaging qui sont sortis, mais c'est vraiment toute leur gamme qu'Aurore a créé, avec plein de petites scénettes sur chaque packaging différent. Ouais. Et ça a vraiment, là encore, été un marathon, parce qu'il y a énormément de packaging différents. Voilà, ça a été un super projet, à la fois avec l'équipe de Seedly, puis avec les équipes de Good Goo, qui, voilà, c'est pareil, il y a vraiment beaucoup de narration, de liberté pour Aurore sur ce projet, en même temps de sollicitation pour des nouvelles idées autour de, voilà, l'équipe de Good Goo qui peut nous envoyer un message pour dire on aimerait faire ci, on aimerait faire ça, qu'est-ce que vous proposez, etc. Donc, voilà, par exemple, il y a quelque temps, pour la journée mondiale du coloriage, oui, elle existe. On a fait des déclinaisons en coloriage qui sont téléchargeables sur le site de la marque. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui vit depuis plusieurs mois et qui va continuer de vivre. Donc c'est très chouette. Ouais, c'est hyper beau. Trop bien. Merci beaucoup, Marion. Ça en met plein les yeux. Du coup, maintenant que tu es sur le site internet, toi, en tant qu'agent, ton métier, c'est de promouvoir et de vendre le travail des artistes que tu représentes. Ouais. Et pour cela, le portfolio, c'est l'outil par excellence. Et le site internet d'une agence, c'est un regroupement de plein de portfolios. Et donc, du coup, on est en plein dedans. Et j'aurais aimé savoir, est-ce que tu pourrais nous montrer comment est-ce que quand tu signes quelqu'un dans ton agence, comment tu organises son ou ses portfolios et comment tu sélectionnes les images et les projets que tu mets en avant pour rendre son travail attrayant, parce que le but, c'est de vendre au final, pour toi. Ok. Alors, il y a plusieurs prismes de réflexion, je dirais. Déjà, ça regroupera une question que tu vas sûrement poser à la fin, mais déjà, l'identité visuelle de chaque talent, pour moi, c'est très important qu'elle court-circuite pas l'univers d'un autre artiste. Donc d'ailleurs, quand je réfléchis à intégrer un nouvel artiste, j'ai une fausse page InDesign qui reproduit le site où je simule comment son univers va vivre par rapport à celui des autres. Ah oui. Voilà. Ouais, ça me permet de voir
voilà, que l'ensemble de l'équipe est quand même enfin, je crois que l'équipe d'artistes qu'on représente a une cohérence au niveau du ton, peut-être de la couleur, aussi de la façon dont voilà, je sais pas, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de cohérence dans l'ensemble de l'équipe, et qu'en même temps c'est hyper important, même si parfois je croise les travaux d'artistes qui me plaisent beaucoup, si je me dis non, ça court-circuiterait tel artiste, ou ce serait cette expression habiller Paul pour déshabiller Jacques, enfin voilà, c'est pas l'idée, donc voilà, ouais, c'est ce soit complémentaire. Ce soit complémentaire, exactement. Et déjà, le premier prisme, c'est ça pour le portfolio global de l'agence, c'est qu'il y ait vraiment une complémentarité de style. Ouais. Et après, pour chaque artiste, je dirais que en fait, le portfolio, on ne pense pas pareil pour celui qu'on met sur le site que pour celui qu'on fait en PDF, par exemple. Celui en PDF, on le verra après, il est beaucoup plus exhaustif, quitte à parfois l'envoyer que partiellement. Sur le site, en revanche, on met vraiment un échantillon, on peut aller sur celui de Manon, par exemple. On met vraiment un échantillon d'images qui plus réduit, en fait, qui permet de donner vraiment un premier aperçu du travail des artistes, parce que je pense que les gens restent pas forcément très longtemps sur les sites internet, et qu'il faut tout de suite que ce soit impactant. Ça envoie du pâté direct, quoi. Voilà, et puis tu vois tout de suite, quand Manon, ça aura chargé à cause des 12 onglets ouverts, qu'on voit tout de suite que Manon, elle excelle en lettrage, elle excelle en travail de motifs, que son travail peut se décliner en textile, en packaging. Elle fait aussi beaucoup de couvertures de romans, mais qu'on voit tout de suite, en fait, le champ de compétences de l'artiste, un champ de compétences qui part pas dans tous les sens, qui reste quand même cohérent, mais que voilà, on n'est pas, en fait, que la personne qui va sur le site n'a pas besoin de réfléchir pour se dire est-ce que cet artiste pourrait faire ça, quoi. La personne se dit, voilà. Il faut être clair et concis dès le début. Il faut prendre le visiteur par la main. Exactement. Bon, du coup, Manon, je suis désolée, comme je vous l'ai dit avant, je suis dans un Airbnb d'où la collection n'est pas terrible. Ouais. Bon, ça va sûrement. Bon, si vous allez sur le site de l'agence, voilà, Manon Bucciarelli, vous allez verrez. Tous dessus, allez tous que vous regardez là, hop, tous sur Pékello, on fait péter le serveur. Voilà. Je suis en train de mettre les liens. Je suis en train de mettre les liens, donc t'inquiète pas. Je pense que tout le monde. Ah oui, dans le chat, comme ça les gens peuvent. Sinon, tu peux aussi fermer les onglets que tu as déjà. Ça, je l'ai déjà fait, mais il y en a. Il y en a encore. Et puis, je pense que le live prend pas mal de. Oui, absolument, oui. Zut. Sinon, est-ce que tu as peut-être l'onglet encore ouvert et qui fonctionne des différents talents complémentaires? J'ai une autre artiste, j'ai Lil Cyr et j'ai Déborah Desmada aussi. Donc voilà. Il est là, hein. Lil est dans la place. Oui, je sais. Donc voilà, par exemple, sur le book de Lil, donc le portfolio en ligne, il y a bien moins de visuels que sur son book PDF, mais là encore pour montrer une première approche. Donc on voit des travaux en textile, comme pour Anthropologie, elle a fait une superbe collection de pyjamas, différentes séries à la gouache, en fait. Alors là, j'ose pas à cause de la connexion, mais quand on clique sur chaque vignette, après, il y a un mini diaporama. Ouais. Et puis tu précises aussi à chaque fois, tu précises la technique qui a aussi été utilisée. Voilà. Si c'est un projet personnel, si c'est une commande, etc. Exactement. Par exemple, Lil, ça permet de voir qu'elle bosse à la fois en digital, donc là, pour ses motifs, ou à la gouache, c'est vraiment sa technique de prédilection, ou ses petits cabochons, là, il y en a certains à la gouache, d'autres en digital. Donc, ça permet vraiment d'avoir un bon aperçu de son travail. Mais effectivement, ici, voilà, d'ailleurs, on arrive bientôt à la fin, il y a moins de visuels sur le site qu'il y en a dans le book PDF. Oui. L'idée, c'est d'avoir
tout de suite Mais toi, en tant prendre qu'agent, place. tu veux que les clients potentiels ils saisissent gouache, textile, univers Voilà, onirique, genre mieux vaut pas trop d'images et un bon discours bien tenu que de noyer le poisson dans beaucoup trop d'images, quoi. exactement, exactement. Ouais, super. Tu voulais Et nous montrer puis, une deuxième personne, il me semble. oui, ouais, ben, on peut voir Déborah Desmada, qui est la dernière artiste à avoir rejoint l'agence il y a un mois, je crois. Formidable. Donc, Déborah, par exemple, là, on a insisté sur le fait que elle bosse beaucoup en digital. Donc là, on a des illustrations en digital, mais aussi elle a un super travail de fresque. D'où le fait que là, par exemple, pour la fresque qu'elle a fait pour Martini, pour vraiment que le client se représente bien s'il tombe sur le site, que c'est une fresque, on a carrément mis une photo de Déborah en train de Ouais, en train peindre. de peindre. Ouais. Voilà. Pour vraiment valoriser cet aspect-là de son travail. Là aussi, c'était des fresques. Et puis aussi, alors là, on l'a fait pour Déborah, même si c'était déjà pensé pour un foulard. Mais on en reparlera après, quand des artistes ont des envies de développement, par exemple en textile ou en papier peint, ou voilà, des choses, des projets où en fait il faut faire des mock-ups. C'est aussi un travail qu'on peut faire, soit les artistes le font, soit on fait des mock-ups à partir de leur visuel pour Ouais, c'est important de mettre en donner contexte. des idées aux clients, en fait. Oui, absolument. Oui. On est encore toujours dans ce truc de prendre le client par la main. Et ouais, mais c'est, de toute façon, si je devais résumer le boulot d'agent, je trouve que c'est prendre le client par la main. Ouais, absolument, oui. Et tu me disais en off que donc ça, vous avez votre site internet générique avec tous vos talents, les styles complémentaires. On zoome dans chaque talent et on voit un petit peu de manière générique ce qu'ils font. Mais il me semble que quand tu démarches spécifiquement, on reviendra aussi sur le démarchage en deuxième partie, mais quand tu démarches spécifiquement des clients, tu as des petits portfolios PDF, des mini portfolios beaucoup plus focus. Est-ce que tu pourrais Oui. nous montrer, parce que je pense que pas mal de personnes, pas mal d'auditeurs se disent c'est bon, j'ai torché un bon portfolio, ça va faire le job. Et en réalité, c'est peut-être que la moitié du travail. Enfin, tu me diras, mais Oui. entre nous. Alors, en fait, c'est pas tous les clients, hein. Par exemple, les agences de pub qui peuvent avoir des projets transverses dans tous les sens, eux, on leur envoie le book générique. Mais par exemple, si on fait du démarchage en ciblant, je sais pas, je sais pas, tous des hôtels de Paris ou sur le restaurants. secteur de la gastronomie, enfin, Ouais. voilà, on se dit que ça sert à rien si on est en train d'essayer d'avoir des clients en restaurant, de leur montrer une dizaine de projets textiles, quoi. Il vaut mieux leur... C'est sûr. Ouais. Précision. Oh, Marion. Donc, effectivement, pour chaque artiste, pour chaque artiste, on a, alors je les retourne. Ouais, tu nous montres On les a PDF. le book Super. générique. Ouais. Donc, par exemple, là, celui d'Aurore. Alors, je vais mettre. Tu nous mets en plein écran si c'est possible. Ouais, je vais mettre en plein écran. Voilà. Alors là, par exemple, ça, c'est le book générique d'Aurore Carrick. Donc, il y a de tout. Voilà. Ouais, d'accord. De l'édition, un projet pour la RATP, le fameux packaging de goût. Et puis, Aurore fait beaucoup de cartes, quand même, illustrées. Alors, mon raccourci ne marche pas, en fait. Aurore fait beaucoup de cartes illustrées. Donc, il y a un petit portfolio d'Aurore qui propose seulement une sélection de cartes. Donc, ça, c'est une carte qu'elle a fait pour le magazine Eurostar de Montreuil récemment. Donc voilà, donc ça c'est son book que de cartes. Ça c'est pour Europe Écologie Les Verts. Et effectivement, alors je disais que ça permet à la fois de cibler des clients en particulier, mais aussi quand on voit le travail d'Aurore, on se dit qu'à un moment on va forcément avoir
une demande en illustration cartographique. Donc, ça permet aussi d'avoir de près, si je sais pas, les clients nous disent je recherche une illustration cartographique, une illustratrice qui fait de l'illustration cartographique, d'avoir tout près déjà une sélection. Donc, par exemple, pour un book de cartes, on en a un pour Aurore, on en a un pour Sophie Delacorté qu'on a fait aussi, on en a un pour Mélodie Danturc qu'on a fait. Donc voilà, en fonction des différentes thématiques, ça arrive très souvent, par exemple, qu'on nous dise, je sais pas, je recherche des illustrations qui soient végétales. Donc là, c'est pareil. Par exemple, pour l'île Cire, on a une sélection d'illustrations avec beaucoup de végétaux. Enfin voilà, on a à la fois identifié les demandes récurrentes, en fait, en termes de thématiques, donc gastronomie, cartes, végétales, et à la fois les particularités de chaque artiste. Je vais vous montrer aussi celui de Nicolas Galkowski, qui est intéressant, parce que Nicolas, il a un style à l'origine, qui a un style en aplat de couleurs, comme sa fresque qu'il a fait pour Paris Aéroport, avec un travail en bichromie ou en trichromie. Et puis, il y a quelques années maintenant, Nicolas s'est initié au tatouage. Et du coup, pour ça, donc c'était à la base un projet perso. Et pour ça, il a développé un travail de ligne claire, en fait. Et c'est, pour le coup, là, c'est deux styles assez différents, mais un style qui était initialement un projet perso, en fait, ça occasionne pas mal de projets commissionnés en ligne claire. Et du coup, voilà, comme c'est très différent, on lui a fait aussi un mini-book en style un peu tatouage à la ligne claire, parce que c'est vraiment, ça amène d'autres projets, en fait. Ah bah oui, mais et du coup, je pense que c'est un questionnement que des auditeurs auraient. Tu sais, comment faire quand on a plusieurs styles? Comment sur un portfolio, est-ce qu'on met tous dans des onglets différents? Est-ce qu'on met tout sur le même site? Est-ce qu'on se dit qu'on a un autre blaze pour vendre le style différent? Parce que je sais que pour les agences, ce que vous recherchez souvent, c'est un style reconnaissable au premier coup d'œil, qui est facilement vendable. Et quand ça brouille les pistes, par moment, on peut être perdu, autant le client que l'artiste lui-même, qui ne sait pas trop où son cœur balance. Alors, en fait, je dirais que c'est une histoire de dans quelle mesure l'artiste a plusieurs styles. Si l'artiste a 5 styles différents et qu'il n'y a aucun qui est vraiment creusé, oui, c'est problématique. À l'inverse, là, Nicolas, il avait un style à la base, un aplat de couleurs, qui était du coup celui que je vous ai montré au début. Et à l'inverse, donc, on a une vraie cohérence autour de ce style originel, si je puis dire. Et en revanche, moi, en tant qu'agence, ce qui me rassure aussi, c'est de me dire, oui, cet artiste, il a développé un style, il l'a creusé, il y a une vraie cohérence, on peut communiquer dessus, voilà. Mais c'est quelqu'un qui sait se renouveler malgré tout, qui, dès qu'il a un peu de temps, essaye d'autres choses ou a d'autres passions, comme Nicolas, le tatouage, se nourrit d'autres choses. Et moi, ça me rassure vachement en tant qu'agent, parce que je me dis, on sait qu'il y a des modes en illustration. Oui. Et en fait, ça me rassure parce que je me dis, la collaboration de qualité que je vais établir avec cet artiste, elle va pouvoir durer parce que c'est quelqu'un qui sait se renouveler, en fait. Ah oui. Donc, ça ne te fait pas peur, en fait, vraiment. Moi, j'aurais cru qu'un agent, ou parfois, quand un artiste va sur un nouveau chemin, c'est genre zut. Non, toi, c'est… ça dépend. Après, on en discute. Malheureusement, si je me dis, oh là là, ce chemin, c'est une voie de garage, je ne le dirais pas comme ça. Ah oui, bien sûr. Des nuances, quoi. Mais non, en fait, ça me rassure. Et puis c'est aussi un dialogue. Nicolas n'a jamais abandonné son style en aplat de couleurs, qui est quand même le style où il a la majorité des commandes. Oui. Et le tatouage, pour le coup, c'est quand même quelque chose qui a explosé ces dernières années. C'est aussi très chouette de pouvoir dire aux clients, ça, c'est le style de cet artiste en aplat de couleurs. Et puis, vous savez quoi, en ce moment, il se passionne pour le tatouage. Et voilà, il y a ce style qui est maintenant très abouti, parce que j'ai pas montré les premiers tatouages, les premiers travaux à la ligne claire de Nicolas d'emblée. Ça a été une réflexion qu'on a menée tous les deux. Quand il a été prêt, quand il a eu suffisamment aussi de production, j'ai commencé à communiquer dessus.
Mais d'ailleurs, Nicolas est quelqu'un qui essaye régulièrement beaucoup de choses. C'est quelqu'un voilà, de très curieux créativement. Il y a régulièrement des choses qu'il essaye et où je ne les montre pas. Et c'est juste de l'essai pour l'instant. Il n'est pas encore hyper à l'aise. Donc, mais voilà, moi, Ouais. ça me rassure. Faut pas que ça parte dans tous les sens. Si du coup, il y avait que 2 visuels de chaque style différent et qu'il y en avait 10, non, je saurais pas du tout quoi en faire. Oui, bien sûr. Mais, de toute façon, tu as le si, nez aussi. Tu as le nez de ce qui marche et de ce qui marche moins bien aussi. oui, voilà. Et puis, effectivement, un style à la ligne claire, façon tatouage, en plus, avec vraiment… Nicolas, il se nourrit beaucoup des mythologies, des mythologies, des cultures de différents pays, etc. Et il a fait des choses sublimes en tatouage en s'inspirant de tatouages de cultures différentes. Donc voilà, ça me semblait cohérent, c'était très construit, etc. Et effectivement, ça fait 2 styles différents, mais ça n'a pas du tout porté préjudice ni à son travail, ni à son premier style, ni au nombre de commandes liées à son premier style. Au contraire, en fait, ça a créé quelque chose d'un peu complémentaire. Mais c'est intéressant. Mais du coup, voilà, c'est aussi pour ça que il a un book qui est du coup assez long, PDF, où il y a tout, en fait, qui sert un peu de book de base. Et un book à la ligne claire qu'on envoie. Du coup, il y a des gens à qui on ne l'envoie pas parce que, par exemple, on s'est rendu compte que son book en éclat de couleur, comme ça, il marche très bien en édition ou en presse ou dans tous les cas, des projets où il y a une narration forte, en fait. À l'inverse, son style à la ligne claire, tatouage, il a eu plusieurs commandes finalement d'identité graphique pour des restos, etc., pour faire des logos un peu tatouage, etc. Où finalement l'impact visuel d'emblée est le plus fort et où il y a un peu moins de narration. Donc finalement, ils ne sont pas sur les mêmes créneaux. Il y en a un qui est plus narratif que l'autre quand même. Oui. Et tu dirais que c'est important de définir une patte bien forte et une fois que ça, c'est bien développé, d'aller développer peut-être quelque chose d'autre et histoire d'avoir une base bien solide pour ensuite expérimenter et aller voir des nouvelles choses. Oui, totalement. Enfin, vraiment, dans ce sens-là, c'est le mieux. Ou alors, il faut que les 2 styles aient d'emblée des interactions. Là, pour le coup, je pense à Manon Bucciarelli, qui fait à la fois du lettrage et du motif. Sauf que elle fait à la fois du lettrage et du motif parce que à l'origine, elle a créé des lettrages avec des motifs autour. Ah oui. Donc, finalement, ensuite, voilà, elle a pu faire… Elle peut faire soit du lettrage, soit du motif, parce que, pas à l'origine d'ailleurs, mais parce que elle crée certains de ses lettrages avec des ornements en motif, par exemple. Voilà. Bien sûr, ouais. Mais effectivement, un style à l'origine de base, c'est le mieux, mais en tout cas, un style qu'on montre à l'origine, un style fort qu'on montre, c'est le mieux. Mais en revanche, moi, je déconseillerais à quiconque de s'enfermer dans un style et d'arrêter d'essayer d'autres choses. C'est un bon conseil parce qu'il y a beaucoup de gens qui stressent par cette question du style ou d'être fortement identifié ou que s'ils ont envie de trouver du boulot, ils se disent il faut à tout prix et trouver son style et ils serrent cette question du style vraiment très très fort entre leurs mains et on s'étouffe un peu quelque part et ouais. Voilà, je dirais qu'il faut un style ou peu de styles sur lesquels on communique, mais moi je trouve que c'est pas un style ou un style sur lequel on crée quoi qu'il faut Enfin, après c'est peut-être aussi lié à mon parcours. À la base j'étais pas agent, j'étais éditrice et du coup avoir bifurqué de voix ça m'a semblé plutôt enrichissant, mais en tout cas voilà, il faut montrer en étant cohérent. Mais moi, je trouve ça plutôt chouette d'essayer de créer un peu tout azimut, quoi. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on est des créatifs. Top. Merci beaucoup, Marion. Je vais passer le mic à nos chers amis Stéphane et Olivier. Et puis, on parlera stratégie de communication, réseaux sociaux, démarchage, etc. Juste après. Donc, déjà, merci à toi. Et puis, Stéphane et Olivier, à vous.
Merci. Je partage du coup mon écran. Ouais. Moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si je peux y répondre pendant la mince. présentation de Stéphane, ce sera Je viens de volontiers. partager le mauvais écran. Hop là. Voilà, ok. Donc aujourd'hui, on va parler de live streamer plus précisément sur Behance. Donc Behance, vous connaissez tous hein, cette plateforme pour les créatifs, qui généralement, beaucoup de gens parlent de portfolio pour Behance, mais pour moi, Behance, en fait, c'est un espace pour les créatifs, en fait, d'échange, en fait, montrer ses projets terminés, etc. Son portfolio, pour moi, il est vraiment personnel, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez aussi Adobe Portfolio, qui vous permet de récupérer des éléments pour le mettre dans votre portfolio. Là, on peut passer d'un profil à un autre, on peut créditer d'autres profils, alors que votre propre portfolio, il est à vous, et donc c'est pour ça que vous avez un lien ici vers Adobe Portfolio pour mettre ça en scène pour vous, en fait, uniquement, et non pas la communauté. Donc ça, c'était juste pour le petit rappel au passage. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer en fait cette partie-là, qui est live stream, que vous avez aussi ici. Alors désolé, je suis en anglais, mais sinon c'est diffusion en direct. Donc si vous allez sur Livestream, vous allez voir qu'il y a énormément de livestreams qui viennent des Behance Slides, c'est-à-dire les choses créées vraiment par les studios Adobe avec beaucoup d'invités. Jérémy a déjà été invité, plein de gens ont déjà été invités en fait chez nous en fait. Donc pour la France, bien c'est Franck Payen, petit coucou vu qu'il est là, qui gère ça. Et si vous descendez, vous allez avoir tout un tas d'autres livestreams où n'importe qui finalement peut livestreamer. On peut livestreamer depuis Fresco, depuis Illustrator sur l'iPad, ou depuis aussi Photoshop sur iPad, et aussi depuis simplement son ordinateur. Et donc je vais vous montrer comment faire ça tout simplement ici. Donc là, pour le but toujours de promouvoir, d'échanger avec la communauté, de se faire un peu connaître et d'échanger en fait tout simplement. Donc je vais commencer peut-être sur l'iPad. Donc je vais juste d'abord ouvrir mon iPad ici. Voilà, je vais couper du coup ma caméra parce que je vais avoir besoin de ma caméra pour la partie live stream, hein. Donc désolé pour ça. Voilà. Et je vais venir ici vous partager via QuickTime mon iPad. Ça, vous verrez un petit peu ce qui se passe ici, et on va aller chercher l'iPad. Voilà. Je pense que vous voyez tous l'iPad. Je vais commencer. Donc, le premier logiciel à avoir mis du live stream à l'intérieur, c'est Fresco. Donc, juste pour vous montrer. Ici, donc dans Fresco, outil de dessin, vecteur, pixel, etc. Juste aussi pour le rappel, même si on a déjà couvert ça dans Fresco, vous avez, donc là c'était un truc que j'avais fait très rapidement pour des enfants. Par exemple, si vous allez ici dans les diffusions, vous avez les diffusions en direct, mais vous avez aussi dans les publications des choses, vu qu'on parle de portfolio, qui vous permettent, comme c'est connu, un petit peu de faire des accélérés hein, pour pouvoir les promouvoir, les publier sur Behance, etc. Et donc là, vous voyez les petits crayons d'abord que j'utilise pour l'esquisse, et puis ensuite du vecteur pour l'ancrage. Et puis enfin, les aquarelles, en fait, ici. Voilà, c'est juste ça pour le petit rappel. Et puis, vous pouvez aussi directement envoyer un projet Behance, vous le voyez à gauche. Donc, dans ce cas-là, ça vous permettrait d'envoyer votre dessin directement sur Behance. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer quelque chose qui est ici et qui s'appelle la diffusion en direct. Là, donc si je fais le lancement de cette diffusion en direct, donc bien sûr, je peux lui donner un titre à cette diffusion, hein, parce qu'il va y avoir un replay après, je peux lui donner des éléments. Et si je viens ici, en fait, vous voyez que j'ai la possibilité donc déjà de partager l'URL, de copier l'URL pour la donner, et puis là, de lancer ma diffusion. Donc là, hop, donc du coup, j'ai ma caméra. Donc pour l'instant, je suis en train de faire mes réglages. Est-ce que je veux les éléments? Je fais démarrer ici. Et là, donc si vous allez sur mon Behance, vous pourrez simplement voir dans la rubrique live stream, en fait, le stream en direct. Donc là, ça ferait un double live stream, ce qui serait un petit peu bizarre. Donc là, peut-être ma bande passante a un peu de mal à cause du live stream de l'ensemble du réseau. Mais normalement, ça va m'envoyer en live. Oui, donc là, j'ai eu un petit souci, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, on va essayer sur un autre logiciel. C'est toujours pareil, quand on fait du live, parfois, on va avoir un petit peu de mal. On a toujours des petits soucis quand on est en live. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici sur la diffusion en direct, en espérant que ça va mieux marcher par là. Alors, tu sais que c'est ma bande passante, ouais. Donc j'ai un petit problème de bande passante. Donc normalement, ça vous envoie en live stream, je vais vous montrer ça. Donc je pense que c'est à cause de la recopie de l'iPad et tout ça. Il a du mal à faire les deux en même temps. Mais je vais vous montrer, justement, j'avais anticipé en cas où. Voilà, c'est toujours ça qu'il faut faire, c'est toujours anticiper ici.
Donc, si vous arrivez ici, par exemple, que je viens sur mon profil, donc vous allez sur votre profil ici, Behance. J'ai fait 2-3 petits tests ce matin. Et sur ici, vous avez votre travail et vous avez les live streams que vous avez déjà fait. Donc là, par exemple, oui, il est censé être déjà en live stream, mais je le vois pas. Et donc ici, je vais vous montrer ce que je voulais vous faire. Donc il est mis en privé, mais voilà. Donc là, il n'y a rien à faire techniquement, en fait. Là, quand vous le faites depuis l'iPad ou autre, vous voyez, là, j'étais plutôt sur mes tests. Donc là, du coup, j'étais en train de live streamer simplement mon iPad, son contenu, et puis ensuite de dessiner tout simplement une route, enfin une petite map, très rapidement. Donc voilà, donc ça c'était le format. Il y a une petite subtilité dans Fresco. Ils ont mis aussi la possibilité de diffuser les outils. Alors là, pareil, c'est un petit essai rapide qui n'est pas très intéressant, c'est pour ça qu'il est en privé. Bon, là, dans Fresco, vous pouvez avoir aussi la tool timeline, c'est-à-dire la timeline des outils qui sont utilisés. Et donc ça va être super intéressant. Par exemple, là, je vais pouvoir faire ci. Et donc, je vais pouvoir aller cliquer ici et voir, là, j'ai utilisé tel crayon, qui est un crayon natif, en fait, dans Fresco. Ensuite, j'ai utilisé un autre crayon encreur, encre naturelle, ici, avec mes réglages. Donc, qui est super pratique, en fait, pour les personnes, pour suivre ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est vraiment la façon la façon de faire. Donc je suis désolé de ne pas pouvoir vous le montrer en live. Et puis il y a une autre façon de faire, il y a une autre façon de faire votre live stream. Donc si je reviens ici aussi, donc juste pour vous remontrer, voilà, donc c'est bel et bien ici, en fait, diffusion en direct qu'il va falloir activer. Je réessaye une fois, mais je pense que c'est un peu peine perdue, mais on ne sait jamais. Non, donc voilà. Oui, non, je pense que je suis déjà en live stream, en fait. C'est pas très grave. Et donc sur Photoshop, même principe, donc ça c'est aussi Photoshop sur l'iPad, c'est aussi la possibilité, toujours, encore une fois, donc si je prends par exemple, voilà, donc ça c'est quelque chose c'est pas de moi, hein, c'est de Kyle Webster. Ça a été dessiné dans Fresco, mais juste aussi pour le rappel, en fait, Fresco et puis Photoshop gardent le même format de fichier, qui est basé sur le Photoshop Cloud Document. Et même principe, vous pourriez faire une diffusion en direct, même principe à partir de là. Donc le même mécanisme très simple, hein, je donne un titre, je donne les éléments, je vérifie mes réglages, est-ce que je veux la caméra, est-ce que je veux un chat, et ensuite je fais juste mon live. Voilà. Mais vous pouvez aussi faire ça directement depuis l'ordinateur, tout simplement faire un live stream sur Behance, un live stream perso qui va se retrouver donc dans votre flux à vous perso. Donc là, je vais quitter ici. Donc si vous retournez ici, voilà, dans votre propre profil. Donc voilà. Donc là, effectivement, il a l'air d'être en marche et ça doit être ça qui lui pose problème. Excusez-moi, depuis tout à l'heure. Hop là, si on revient. Eh ben, j'ai bien fait de faire des captures, alors je vais vous montrer ça. J'ai fait des captures, en fait, normalement ici, donc là, il est censé, je pense qu'il pense qu'il est toujours en live stream, donc c'est pour ça que je ne vois pas. Mais normalement, ici, vous pouvez démarrer un live stream, hein. Donc je suis bien enregistré ici, je suis bien logué. Et donc ici, vous avez un bouton démarrer un live stream. Bon, là, je ne le vois pas. J'ai bien fait en tant que vieux routier de la présentation, de faire des captures. Donc du moment où vous allez donc cliquer sur ce bouton démarrer un live stream, vous allez avoir cette page en fait sur votre Behance qui va vous proposer par exemple ici de taper votre titre, de taper une description, quel est le champ, UX, etc. Vous avez la possibilité du coup en fait de mettre aussi un petit message, de rajouter un modérateur, donc j'ai fait un petit clin d'œil à Franck, de dire si c'est en privé, donc là pour les tests c'est en privé ou c'est en public, et puis, si vous voulez donner simplement des assets à télécharger, vous pouvez. Et puis, quels sont les outils que vous allez utiliser. Donc, à partir de là, vous allez dire OK. Et ça va vous donner, en fait, ça va vous donner 2 codes, en fait, ici. Sur ordinateur, du coup, là où sur l'iPad, il n'y a pas besoin de faire de réglage particulier, sur l'ordinateur, il va falloir utiliser un outil. Alors, il y a Wirecast qui est payant, ou il y a OBS qui est open source. Donc, je vous conseille fortement OBS. Pour cette raison-là. Et je vais juste vous montrer en fait à quoi ça ressemble en fait. Donc OBS, c'est ça, hein, c'est ce logiciel qui vous permet de compositer par exemple ici le partage de mon écran, display capture, et la webcam par exemple, et puis de créer plusieurs scènes, et vous pouvez du coup lancer un live stream. Mais pour ça, si vous allez dans les préférences d'OBS, vous avez le live stream et il va falloir mettre un code serveur et un mot de passe. C'est exactement ce qui va vous être donné ici en fait. Okay. Donc du moment où vous avez ce code, vous le placez ici, vous placez les éléments,
Et à partir de là, eh bien, vous pouvez juste faire Start Streaming et Behance va recevoir ce flux et vous allez pouvoir juste cliquer sur Démarrer live et c'est tout ce que vous avez à faire pour faire votre live. Donc assez simple, hein, donc ici pour mettre en place en fait un live stream depuis l'ordinateur. Et là, du coup, c'est l'ordinateur qui est partagé, donc ça peut être n'importe quel logiciel. Si je reviens d'ailleurs sur ici et si je reviens sur les live streams que l'on a vu ici, on va pouvoir voir, j'ai vu passer la question tout à l'heure par rapport à la nouvelle offre 3D. Effectivement, on voit qu'il y a déjà des gens qui ont fait des live streams depuis Stager, hein, Stager qui est l'évolution, enfin comment dire, l'enfant de Dimension, si vous connaissiez Adobe Dimension, qui permet pour les graphistes 2D de faire ce qu'on appelle du staging, c'est-à-dire du rendu photoréaliste. Eh bien, basé sur l'expérience de ce logiciel, on a lancé un nouveau logiciel qui s'appelle Stager, en fait. Et donc voilà. Donc, il n'y a pas de possibilité de live stream depuis Stager, depuis Photoshop sur desktop ou Illustrator. Par contre, vous pouvez directement faire un live stream à partir de Behance. Et du coup, vous avez forcément un replay qui apparaîtra encore une fois dans votre profil ici. Voilà. Donc voilà, les replays vont apparaître ici. Et bien entendu, vous pouvez les éditer, les remettre en public, les supprimer, etc. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait des questions pendant que j'y suis et pendant que je suis encore live. Et sinon, je vais repasser la parole à Marion et puis à Jérémy. Il y avait juste une question, quel est l'avantage par rapport à Twitch? Là, en fait, on est directement, c'est-à-dire les live streams sont directement intégrés dans ton Behance, dans ton profil Behance. Et donc là, c'est diffusé sur Behance, et donc il y a toutes les notifications Behance. Donc la communauté Behance peut être notifiée que tu commences. Par exemple, quand j'ai fait mon premier test, j'avais pas mis en privé, et donc j'ai eu des amis comme Alexandre Becquet et comme Jean Lefus qui sont venus me dire coucou alors que c'était juste un test rapide. Donc ça montre bien que ça marche, c'est-à-dire que tous les gens qui me suivent en fait sont notifiés. Et donc voilà, donc Twitch, c'est vraiment une plateforme game et aussi créative, hein. Il y a les deux, mais c'est game à la base. Bien là, du coup, on est vraiment quelque chose qui est orienté créatif. Et surtout là, j'ai rien de particulier, par exemple, pour Twitcher depuis l'iPad. Là, si je suis, toi, tranquille en nomade, je peux à tout moment faire un live depuis Photoshop, Fresco ou Illustrator. Mais effectivement, la partie desktop, la partie là que je viens de montrer, la dernière partie, ça pourrait ressembler à du Twitch, mais encore une fois, c'est juste pas les mêmes plateformes et pas les mêmes audiences, en fait, tout simplement. Top. Voilà, écoute, je rends l'écran, tout simplement. Hop. Ça marche. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Stéphane. Avec grand plaisir. Eh bien, Marion, on va plonger dans ton cerveau d'agent et on va discuter communication. Et quelque chose qui me semble important, c'est que tu nous racontes comment, en fonction des clients que tu veux démarcher, comment tu stratégises la présentation des artistes que tu représentes et que tu veux du coup proposer à ces potentiels clients. Comment ça se passe? Effectivement, je dirais que c'est, là le sujet c'était le portfolio, mais finalement le portfolio, je trouve que en tant qu'agent c'est à peine 50% du boulot parce qu'un bon portfolio, un DA ou même un créatif peut le faire, peut en faire un très bon lui-même. Oui. Mais je trouve que le boulot d'agent, c'est vraiment la façon dont on va introduire ce portfolio et le discours qu'on va créer autour, en fait. Je dirais que, en fait, la façon dont on présente le portfolio, ça dépend de différentes choses. Ça dépend, comme tu l'as dit, effectivement, du client, parce que même si, quand on sait parler d'un artiste et qu'on a du bon sens, tout le monde parle le même langage, donc il n'y a pas d'histoire d'incompréhension. Mais je trouve qu'on peut être pertinent d'une façon différente entre est-ce qu'on s'adresse à une acheteuse d'art en agence? Est-ce qu'on s'adresse à une directrice ou un directeur marketing d'une marque? Est-ce qu'on s'adresse à un éditeur? Et effectivement, la façon dont on s'adresse à cette personne, elle évolue un peu. Alors, on ne dit pas radicalement une chose opposée, mais par exemple, quand on s'adresse à un éditeur, c'est plus pertinent quand on démarche, je pense au mail de démarchage, de parler de narration, de contenu,
pas forcément de print d'ailleurs, mais en tout cas de narration et de contenu, de fond en fait. Quand on s'adresse à quelqu'un en agence, c'est bien à mon sens de mettre en valeur le fait que tel ou tel artiste, son travail peut se prêter à différentes thématiques, parce qu'en agence, ils ont différents clients en fait, qui peuvent être de secteurs très différents. C'est bien aussi, quand on s'adresse à des gens en agence, de faire des mails plus courts. Ah oui, ils n'ont pas beaucoup de temps, oui. Voilà. Là où finalement, même si les éditeurs n'ont pas beaucoup de temps, c'est des gens dont la formation de base, c'est de plonger dans le contenu. Ah donc, oui, bien sûr. Oui, les mots, ne bien leur sûr. fera pas forcément peur. Donc pas qu'un mail plus long effraie sinon les autres, mais voilà. Et à l'inverse, quand on s'adresse aux marques directement, donc souvent je pense aux personnes au marketing, à la communication, là c'est bien d'avoir un peu jeté un œil à leur marque, à ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, leur possibilité de développement, ce qu'on perçoit, pour suggérer des choses concrètes. Par exemple, parler tout de suite d'une éventuelle, je sais pas, carte de vœux, si on a vu qu'ils avaient fait une carte de vœux illustrée Canon l'année précédente, ou si on voit que leur nouvelle identité de marque semble un peu illustrée, suggérer d'éventuelles déclinaisons. Oui, Enfin, oui. voilà. Il faut faire un travail de détective. Voilà, exactement. Et avec les marques, il faut tout de suite rentrer dans le concret, parce que finalement, si on s'adresse directement à une marque en tant qu'agent d'illustrateur, il n'y a pas en intermédiaire l'agence de com qui habituellement mâche le travail en termes de développement et de stratégie. Donc, quand on démarche une marque en tant que créatif ou agent d'illustrateur, voilà, c'est bien tout de suite d'être force de proposition, en fait. Et tu crois qu'un créatif, s'il veut approcher une marque, parce que c'est un peu le rêve de beaucoup de créatifs, mais c'est obligatoire de passer par un agent ou une agence, ou genre on peut y aller au culot? J'ai toujours l'impression que ça va faire, allez, qu'il y a peut-être moins de chance, mais peut-être que je me trompe. Alors, on peut y aller au culot. Moi, je pense qu'au-delà de la chance, c'est une histoire de temps. Parce que démarcher des marques, ça prend un temps fou. Les gens répondent très rarement directement du premier coup, en fait. Oui. Enfin, voilà, je pense que je T'as pas conseille été à rompu à la personne l'exercice. qui veut démarcher d'être hyper au clair avec le fait de se prendre des vents, en fait. Ah oui, c'est clair. C'est qu'en fait, même en tant qu'agent, quand on prospecte des nouvelles personnes, enfin des personnes qui ne sont pas déjà dans notre réseau, en vrai, les personnes qui répondent tout de suite au premier mail, c'est pas la C'est hyper rare. majorité. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est sans se dire les gens sont élevés ou s'en foutent, en fait. C'est juste que les gens sont très pris, qu'au moment où on les contacte, ils ont forcément autre chose à faire dans le cadre de leur travail que de prendre le temps pour flâner et voir des belles choses, en fait. Ils sont là pour travailler, et que du coup, ça implique d'insister, d'envoyer des mails différents, aussi d'essayer d'attirer leur attention via différents médiums. C'est d'ailleurs en ça aussi qu'on communique pas pareil, à mon sens, sur les différents médiums. En fait, ça sert à rien que le mail, la newsletter, les réseaux sociaux, et en plus les réseaux sociaux entre LinkedIn et Instagram, c'est pas la même chose. Ça sert à rien que le discours soit le même partout, parce que sinon ça fait juste harcèlement, en fait. Il faut vraiment qu'en fonction des différents médium, le ton soit pas le même. Un mail, c'est bien qu'il soit personnel, parce que la personne le reçoit directement dans sa boîte mail. Une newsletter, je trouve ça chouette quand c'est assez éditorialisé, que ça raconte une histoire autour d'un artiste. Les réseaux sociaux, Instagram, majoritairement, c'est le grand public, pas forcément des clients. Donc là, on peut se permettre justement d'avoir un ton peut-être moins professionnel. Dans toute mesure. Oui, bien sûr, oui. Là, mais LinkedIn, à l'inverse, c'est un réseau social professionnel. Donc là, c'est bien justement de taguer les clients, de parler des projets, de parler concrètement des projets. Je parle pas trop de Facebook, parce qu'en vrai, à part pour organiser des événements, je trouve que… Oui, Facebook is dead. Mais c'est hyper pertinent tout ce que tu dis, mais je me dis que pour les créatifs, tu sais, qui sont un peu en solo, cette compréhension qu'on communique pas de la même façon sur toutes ces plateformes, mais en fonction des personnes qu'on veut approcher,
mais c'est un boulot à plein temps. Enfin, je veux dire, mais c'est voilà, flippant, en c'est fait, pour ça que les agents, parce que de… sinon il Bah y en oui, aurait plus. c'est C'est clair. c'est qu'à mon sens, en fait, c'est ça le boulot d'agent, c'est justement de savoir identifier de façon complète les différents biais qu'il peut y avoir en communication. Et oui, c'est un boulot à plein temps. Et même quand c'est un boulot à plein temps, qu'on est plusieurs et qu'on n'a pas une équipe hyper large d'artistes, c'est le tonneau des Danaïdes, en fait, à prospecter parce que si vous voyez à quoi ressemblent mes enregistrements sur mon compte Instagram ou les captures d'écran que je passe mon temps à faire et qui sont dans un dossier qui s'appelle à prospecter, c'est toujours beaucoup plus long, beaucoup plus grand comme dossier que la liste de nos prospects qui pourtant est déjà très longue en fait. C'est que c'est vraiment un puits sans fin, ou même quand on se dit d'ailleurs j'incite chaque artiste à nous envoyer régulièrement une liste de prospects pour nous donner de l'eau à notre poulain, mais c'est toujours même si on le fait régulier, on le fait souvent, beaucoup, il y a toujours beaucoup plus de possibilités et de champs des possibles que la liste de personnes qui a été contactée. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que justement, il y a toujours des nouvelles choses à faire. Donc voilà, on communique pas pareil en fonction de la personne à qui on s'adresse, des médiums, comme je viens de dire, mais aussi des artistes. Évidemment, parce que chaque artiste ayant une écriture graphique différente, on n'insiste pas sur les mêmes choses. On sait aussi avec Camille quelles sont les envies de chaque artiste. Donc, quand on fait du démarchage personnalisé pour tel ou tel artiste, on n'insiste pas sur les mêmes choses que pour un autre. Il y a des artistes qui ont des envies d'animation, il y a des artistes qui ont des envies de narration, voilà. Il y en a d'autres qui ont plutôt des envies d'identité graphique, d'identité visuelle. Enfin, voilà. Donc, et quel canal, c'est une question bateau, mais quel canal marche le mieux dans le sens où tout le monde, surtout dans la profession des illustrateurs, on dit tout le temps, allez sur Instagram, mais comme tu l'as dit, c'est très grand public, c'est pas forcément là où sont les clients. Et donc, on a l'impression de devoir à fond communiquer sur ce réseau qui est très porté image. Mais voilà, tu as parlé de newsletter, tu as parlé de LinkedIn, tu as parlé de mail, etc. Et alors, j'entends bien qu'en fonction du client et en fonction de nos envies, il faut diversifier. Mais quels sont un peu les best kept secrets de l'Internet, tu vois, genre où tu te dis juste genre, franchement, je sais que tout le monde parle Instagram, mais si j'étais vous, ce serait peut-être pas mal aussi à aller creuser, tu vois. Ouais, effectivement, Instagram, c'est top, je trouve, pour donner une vision globale de son travail, parce que le format de ce réseau social permet en fait de faire un portfolio en fait sur l'ensemble de son feed. Donc ça, c'est super. Mais effectivement, Instagram, à mon sens, c'est un réseau social grand public ou que les professionnels consultent sur leur temps libre. En fait. Oui. Donc c'est chouette parce que ça permet de, quand ils sont chez eux dans leur canapé, d'avoir quand même des petites piqûres de rappel en voyant des belles choses passer. Et puis il y a aussi le côté, le côté viral, le côté grand public, ça va avec le côté viral. Du coup, voilà, ça crée, c'est indispensable Instagram en effet. Après, aux gens qui sont focalisés sur le nombre de likes, moi je trouve que par exemple LinkedIn, qui est le réseau social le moins sexy du monde quand on est créatif, à l'inverse, on poste moins souvent dessus, en tout cas me concernant, mais quand même régulièrement. Mais en revanche, les gens qui like, même s'il y en a que je sais pas, entre 30 et 200, c'est que des pros en fait. Donc là, on est sûr que tous les gens qui ont liké, c'est en fait des clients potentiels, des clients qu'on a eu par le passé, des gens avec qui on a été connectés parce qu'on les a démarchés, que ça a matché, même s'il n'y a rien eu pour l'instant. Donc, moi, je trouve que LinkedIn, pour vraiment développer son réseau, c'est vraiment un bon outil, même si je suis la première à trouver ça vraiment ouais, c'est sûr, c'est pas très sexy. angoissant. Mais peut-être qu'Instagram va devenir le nouveau Facebook, tu sais, là où il y a ta grand-mère et puis les personnes qui sont là. Ah, c'est super, mon petit-fils, que tu fais. Et que peut-être. Alors, je sais pas quand même que LinkedIn. Non, j'espère que non. Ça m'étonnerait parce que c'est vraiment pas fait pour visuellement. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'on s'adresse tout de suite à des gens qui sont, dès lors qu'on a déjà un
petit réseau sur LinkedIn, mais ça se travaille. Mais qu'ensuite, les gens qui font partie de notre réseau et qui vont voir ce qu'on poste, c'est des clients potentiels en fait. C'est pas c'est pas le grand public en fait. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il ne faut pas négliger LinkedIn en fait. Et puis, d'autant plus, il ne faut pas négliger LinkedIn que tous les illustrateurs sont déjà sur Instagram, alors que tous les illustrateurs ne sont pas sur LinkedIn. Donc pour se démarquer, c'est pas mal. Voilà, à mon sens, ceux qui y sont et qui sont actifs ont peut-être un peu plus de chances de tirer leur épingle du jeu, je crois. Enfin, en tout cas statistiquement, hein, pas visuellement. Vraiment, on oublie ça par rapport à LinkedIn. Mais communiquer sur un projet qui a été chouette, sur une nouvelle série d'illustrations. Oui, mais d'ailleurs, pour communiquer comment dire, tu m'avais dit que quand on refait des nouvelles images ou qu'on refait à son portfolio, c'est l'excuse en or pour juste réactiver le réseau, quoi. Mais bien sûr. Et puis ça permet de faire des tournures de phrases quand on démarche des gens, comme je reviens vers vous suite à notre dernier échange avec la mise à jour. Alors qu'il n'y a pas eu de dernier échange, il y a eu 2 mails sans réponse. Mais voilà, ça permet effectivement de créer un super prétexte pour recontacter les gens. Et en fait, souvent ça marche parce que les gens voient de nouvelles choses. Peut-être qu'à ce moment-là aussi, la magie du hasard, la personne aura plus de temps et prendra le temps d'ouvrir le mail. Peut-être aussi que la personne aura un peu mauvaise conscience et se dira j'ai pas répondu au mail. C'est pas mal ça. Donc en fait, la mise à jour du portfolio, c'est effectivement une super excuse pour relancer les gens. Nous, c'est vraiment, je pense, pour la relance, les mises à jour de portfolio et les nouveaux artistes qui intègrent l'agence, c'est vraiment ce qui marche le plus. Et là où on a le plus de gens qui nous répondent justement en disant en effet c'est super ou bravo pour ce nouvel artiste quand il s'agit d'un nouvel artiste. Donc ouais, c'est super. Et puis je ne sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je disais? Non, mais c'est très bien. Moi, j'ai surtout la question à 1000 points qui nous reste. Qu'est-ce que tu recherches pour signer un artiste? Et quelles sont les qualités qui te donnent envie d'intégrer un talent dans ton agence? Parce qu'il y a quand même un peu pour beaucoup d'artistes, ce sorte de fantasme de l'agent. Alors, dis-nous, explique-nous, et surtout, qu'est-ce qui fait que toi, tu as vraiment envie de signer quelqu'un? Alors, il y a là encore différents aspects. Alors, comme je l'ai dit au tout début, il y a effectivement que ça entre en concurrence avec personne de l'agence. Ça, c'est vraiment, quelle que soit la qualité du travail de la personne, c'est rédhibitoire, en fait. Enfin, si je me dis qu'un tel ou une telle aura moins de boulot, non, c'est pas possible. Il y a effectivement la cohérence par rapport au travail. C'est ce qu'on a évoqué avec tout à l'heure. C'est bien que la personne ait quand même un style assez marqué, ou alors, parce que si elle démarche un agent, elle peut envoyer une sélection de son style assez marqué et éventuellement évoquer les différentes expérimentations en parallèle. Moi, c'est pas quelque chose qui m'effraie, mais il faut quand même qu'on sente qu'il y a déjà quelque chose, une assise, en fait. Oui. D'un point de vue, voilà. Donc ça, c'est hyper important. Ce qui, pour moi, est aussi important, c'est qu'il y ait une vraie singularité par rapport à l'ensemble de ce qu'on peut voir en illustration. Alors, il y a toujours des grands courants, l'illustration vectorielle, il y a toujours des grands courants, mais évidemment, les gens sont souvent affiliés à un courant, mais moi, ça ne m'intéresse pas forcément trop de me dire ce style-là, on le voit partout, j'ai personne dans l'agence qui fait ça, il faut que j'ai quelqu'un qui fasse ça dans l'agence, en fait. Ça, tu fais pas. Parce que j'essaye de ne pas faire, non, je ne crois pas que je fais, en fait. Mais en tout cas, non. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai plutôt tendance à me dire que s'il y a déjà un style qu'on voit partout, peut-être que oui, là, si il y avait quelqu'un dans l'agence qui avait un peu cet univers-là,
ça rapporterait des sous. Mais en vrai, ça m'intéresse pas parce que ce serait pas forcément une collaboration pérenne, parce que un style qu'on voit partout, il va s'essouffler vite, parce que ça m'intéresse pas de répondre à des briefs je recherche quelqu'un un peu à la manière d'eux. Oui, bien sûr. Oui, Voilà. ouais. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose auquel voilà, j'essaye d'être vigilante, parce que après c'est présomptueux de se dire que personne n'est sensible au phénomène de mode, hein. C'est pas du tout c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je trouve que quelqu'un qui fait partie d'un courant d'illustration, mais qui a voilà, une vraie singularité par rapport aux artistes de l'agence, mais par rapport au marché de l'illustration en général, plus ça me montre en fait pareil, qu'il saura se renouveler et qu'on pourra être dans une relation qui va durer en fait. Bien sûr. Et, voilà. Et donc non, vas-y. Et puis aussi le côté humain en fait. Oui, c'est vrai faut qu'il y ait un feeling, quoi. Faut qu'il y ait un feeling. Ça passe entre vous. Et justement, c'est peut-être parce qu'on s'investit, je sais pas, une histoire d'investissement, mais j'ai pas, ça me déplaît un peu des collaborations qui s'arrêtent rapidement, même si les gens peuvent, voilà, il y a des collaborations qui se sont arrêtées par le passé, mais ça se passait très bien. C'est juste qu'il peut y avoir des chemins qui bifurquent. Oui, bien sûr. Mais vu l'énergie investie, surtout au démarrage, surtout la première année, pour vraiment creuser le trou dans la tête des clients et puis au sein de l'agence pour chaque artiste, effectivement, le côté humain de voir qu'on va se respecter mutuellement, que le travail effectué et par l'artiste et par l'agent sera reconnu des deux côtés. C'est important pour moi et pour Camille aussi. Parce que, voilà, l'idée, c'est si possible, même si évidemment on n'empêche personne de changer d'envie, de carrière et du coup évidemment de quitter l'agence, mais c'est hyper important de se dire que si possible, c'est une collaboration qui va durer et voilà, j'ai pas du tout. En tout cas, moi, c'est pas du tout. Je suis pas du tout à l'aise avec le fait de se dire si ça marche pas, si ça marche pas au bout d'un an, on arrête. Oui, on est là pour durer et faire en sorte que la relation fonctionne. Si un artiste n'a pas eu beaucoup de commandes au bout d'un an, en fait, soit je réfléchis à ce que j'ai mal évalué, en fait, moi, en amont, ou ce que j'ai mal fait, soit on trouve des solutions. Et parfois, il y a des artistes qui mettent plus de temps à démarrer, mais c'est aussi pour ça qu'on y croit et qu'on y croit toujours au bout d'un peu plus de temps, en fait. Oui, bien sûr. Donc, avant de passer aux questions du public, j'ai une toute dernière question pour toi. Qu'est-ce qu'un agent n'est pas? Un agent n'est pas un artiste, déjà, en fait. Je trouve que ça peut être... je trouve qu'il y a une différence entre... et puis, il faut, en fait, une histoire d'ego, en fait. Je trouve qu'un agent n'est pas un faiseur d'artistes, en fait. Un agent est un accompagnant et un bon communicant, un bon négociateur, un bon commercial. Mais je pense que parfois, parce qu'en tant qu'agent, on est sollicité pour avoir des idées, pour développer, je sais pas, avoir des idées de développement et de stratégie par les marques, les clients, etc. C'est pas parce que un agent peut être un créatif, avoir des idées de développement, mais c'est important, je pense, en tant qu'agent, aussi en tant qu'artiste, mais en tant qu'agent d'être humble pour justement garder ce côté caméléon, de réussir à parler de la même manière, de parler différemment, mais sans y mettre d'affect de tout le monde, en fait. Voilà, je pense que pour être un agent, il faut réussir, avoir de l'ego par rapport à son travail et être blessé si quelqu'un ne le respecte pas, c'est normal, hein, moi aussi, je serais blessée, mais rester, en fait, avoir une forme de neutralité pour réussir à communiquer avec autant d'enthousiasme et de pertinence autour de styles très différents, justement. Oui. Voilà. Super.
Merci beaucoup, Marion. Je Bah, pense merci. qu'il y a plusieurs personnes qui ont des questions brûlantes que je m'en vais faire le relais auprès de toi. On a une Oui. question ici de David Guyon qui demande: est-ce que tu préconiserais un nombre de pages maxi sur le book PDF, la ligne de crête entre en montrer assez pour que le client ait un aperçu exhaustif de nos savoir-faire et le fait de tout montrer et de saouler le client est assez fine pour moi? Alors, un nombre de pages maxi pile, non. Après, effectivement, il ne faut pas que ce soit trop long. Je dirais que une trentaine, c'est bien, voire moins. En fait, ça dépend. Là encore, quand on cible des clients en agence qui peuvent avoir des projets hyper transverses, ça peut être un peu plus long. À l'inverse, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on cible une marque ou qui bosse dans un secteur particulier, là, à la rigueur, il vaut mieux limite même un book, je trouve, d'une quinzaine de pages, quoi, qui montre que des projets qui pourraient correspondre à son univers. Ou par exemple, si on démarche dans l'édition, ça sert pas forcément à grand-chose de mettre 15 pages de logo ou d'identité visuelle, quoi. Voilà. Ouais. Bon, on revient toujours à cette précision que tu préconises en toute chose, cette efficacité, ce discours limpide. En fonction des clients, ouais. Ouais, absolument. On a une autre question ici de Mehdi Vernizio qui nous dit: on a vu des portfolios sur la bannière de l'agence Pekelo. Est-ce qu'il y a donc une sorte, entre guillemets, de ligne éditoriale et ou d'entraide entre l'agence et l'artiste dans l'élaboration de book Pekelo? Alors, je pense que ce dont Mehdi, c'est ça, parle, c'est en fait qu'on est en train de développer, c'est la partie studio de l'agence qui est venue initialement un peu par hasard. C'est qu'en fait, effectivement, on a eu des demandes de projets qui nécessitaient des compétences transverses de 2 artistes et où du coup, on a fait chef de projet. En tant qu'agent. Donc, effectivement, des projets sous la bannière Pekelo parce que ça nécessitait plusieurs compétences. Et aussi des projets comme celui que j'évoquais tout à l'heure pour Paris Aéroport, où en fait, des marques nous ont contactés sans penser à un artiste en particulier, mais pour penser des projets complets, en fait, où là, il y avait un travail de curation à faire, 20 artistes, etc. Donc en fait, petit à petit, on se rend compte qu'on a aussi on bosse de plus en plus, enfin on bosse, il y a une DA, Elsa Antoine d'ailleurs, qui est super, qui bosse beaucoup avec nous et de plus en plus, il y a aussi des projets où elle est DA, une des 2 agents est chef de projet, on fait appel comme pour Arte à une motion designer. D'ailleurs, Oui. À cause de tout ça, on va changer de bureau. mais voilà, du coup, en fait, de fil en aiguille, il y a des projets qui amènent des compétences transverses qui sont nées. Et puis, forte de ces projets, maintenant, en fait, on cherche à développer ça aussi. C'est quelque chose quand on démarche les marques en leur présentant les artistes, maintenant, on leur présente aussi la partie studio en leur proposant le fait de faire des projets clés en main. Parce que petit à petit, c'est quelque chose qui s'est développé. Et c'est chouette, effectivement, aussi pour les artistes parce que du coup, il y a des projets sur lesquels ils sont accompagnés, il y a des synergies qui se créent, donc c'est chouette, quoi. Absolument, oui. Alors, j'ai encore une question ici de Amandine Bourbon qui nous demande: on conseille parfois aux artistes d'avoir déjà pas mal de projets pro, plus une bonne base client de son côté avant de démarcher un agent. Est-ce que ça fait partie des critères de sélection pour toi, ou est-ce qu'un book avec des projets perso bien montrés, comme avec des mock-ups, etc., ça peut suffire? Alors, la bonne base client, c'est pas du tout pour moi quelque chose d'indispensable. Au contraire, oui, peu importe. D'ailleurs, il y a des artistes qui ont signé à l'agence qui sortaient de l'école quasiment. Donc non, ça non, pas du tout. Des projets pro, non, en fait. Des projets pro, en fait, ce qui est chouette, c'est pas le projet pro en soi, c'est plutôt de voir de quelle manière un ou une artiste compose avec des contraintes du coup commerciales et professionnelles.
c'est pas le projet pro en soi. C'est du coup finalement pour moi un ou une artiste qui a fait des essais de création dans l'esprit de telle marque ou comme si c'était un projet pro, pour moi c'est aussi significatif Oui. que le projet pro en soi. Mais voilà. Ouais. Puis on est Et dans... du coup, les projets perso bien montés avec des mock-ups, ça rejoint le fait pour moi de faire des simulations de projets pro, parce qu'effectivement, moi en tant qu'agent, j'arrive à me projeter, à me dire là c'est une illustration à plat, ça irait très bien sur tel ou tel type de projet, mais que l'artiste ait déjà fait des mock-ups, finalement ça me montre que l'artiste lui-même ou elle-même s'est déjà projeté en fait. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Ça montre une envie. Voilà, une envie, et puis aussi, c'est aussi très important après, et même pour la relation avec les clients, ça montre que l'artiste est artiste, mais sait composer avec des contraintes bassement matérielles ou bassement, pas matérielles, mais bassement commercial. On est des... dans son travail. Oui. D'ailleurs, dans cette même vague, c'était entre artistes de commande et travail d'auteur, on a une question ici de Maguelone Dufou. Il est difficile de savoir s'il faut, en tant qu'illustrateur, coller dans un style aux tendances ou s'il faut pousser à fond son style plus original, quitte à ne pas être dans les tendances. Qu'en penses-tu? C'est difficile comme question parce que coller aux tendances, non. Enfin, pas coller aux tendances. Et un style plus original, en fait, peu importe oui, un style original, oui. Après, ça dépend ce qu'on entend par original. En tant qu'illustrateur, si on fait de l'illustration pour son plaisir, le style peut être aussi original que l'on veut. Après, ça dépend de ce qu'on entend par original. Je pense que si on est illustrateur et qu'on souhaite en vivre, il faut quand même avoir une certaine conscience du marché, des demandes. En fait, de ce qui peut avoir un écho. Ça revient à la question d'avant. Ce qui peut avoir un écho autour d'un produit ou sur tel ou tel support. Voilà, c'est original, oui, mais ça ne veut pas dire, si on veut en vivre, en tout cas, il ne faut pas que ce soit inadapté au marché et aux commandes. Voilà. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que si ton truc, c'est vraiment de dessiner des crânes de manière hyper réaliste, tu vas peut-être pas trop les vendre sur des petits body pour bébé, par exemple. Voilà, exactement. C'est possible, il y a peut-être un filon, mais... On ne sait pas, peut-être les bébés de fans du Hellfest. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais bon, c'est une niche. Mais c'est un marché très niche, je crois. Ouais, d'accord. Merci, Marion. Une toute dernière question, et puis après, on passe à la fin. Une question de Sandra Muller qui nous dit... j'ai cru comprendre qu'aux États-Unis, le travail d'agent était beaucoup plus répandu. Saurais-tu nous dire pourquoi en France, il y a si peu d'agents pour autant d'artistes? Je pense que c'est... Alors là, il y a plein de réponses possibles. Ça m'a fait bugger. En fait, aux États-Unis, d'une manière générale, le rapport au côté mercantile de l'illustration est pas le même. C'est un peu plus la loi de la jungle, c'est les États-Unis. Ouais. Donc je pense que, et puis c'est un peu plus la loi de la jungle en termes de négociation. En fait, je pense que c'est aussi lié. Pardon, je pense à 1000 choses en même temps, au concept de droit d'auteur entre les États-Unis et la France. En France, la loi est quand même plutôt bien faite. Donc, après, les illustrateurs indépendants ont tendance à l'ignorer, notamment parfois en termes de cession de droits illimités et tout. Donc, un agent en France est quand même très utile. Mais le droit français est plus protecteur. Donc, finalement, en termes de proportion, un illustrateur français a moins de chances d'être mangé tout cru en France qu'aux États-Unis, même s'il a quand même des chances d'être mangé tout cru, parce que la loi en France, la propriété intellectuelle, le protège davantage. Aux États-Unis, le concept de propriété intellectuelle est beaucoup plus désavantageux pour les artistes. Tout peut être acheté à l'infini. Et je pense que du coup, on est sur un concept de propriété intellectuelle qui est beaucoup plus
mercantile, en fait, et la loi n'est pas protectrice. Donc, en fait, je pense que l'agent, puisque la loi n'est pas protectrice, je pense que l'agent fait encore plus aux États-Unis garde-fou entre l'artiste et le client, même si en France, voilà, il y a déjà beaucoup de possibilités. Je pense que les Américains ou les Anglo-Saxons sont plus à l'aise aussi avec tout l'aspect business, argent. Donc, du coup, il y a je pense que les deux sont liés. Ouais, je pense qu'ils sont plus à l'aise, mais aussi par nécessité, parce que pour le coup, en termes de propriété intellectuelle, c'est l'argent le rempart. En fait. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, tout est basé sur ça. D'accord, super. Merci beaucoup, Marion. Alors, pour terminer, on va partager avec tout le monde tes 3 conseils. Donc, numéro 1, anticiper les besoins et problématiques des personnes prospectées. Ça, tu en as parlé. Ouais. Bien se mettre dans la tête des gens avec qui on a envie de travailler, les comprendre, faire preuve d'empathie et bien tout analyser. Conseil numéro 2, être cohérent dans la façon dont on présente les choses et avec les envies de l'artiste. Voilà. Et numéro 3, partager son portfolio avec singularité, professionnalisme et enthousiasme. Est-ce que tu aimerais rajouter un petit quelque chose sur ces 3 conseils, Marion ? Non, je crois que c'est à peu près tout. En fait, effectivement, c'est vraiment ce que j'ai voulu transmettre là dans cette interview, c'est que le sujet c'était le portfolio et c'est bien, mais le portfolio c'est vraiment un support pour un agent et même pour un artiste d'ailleurs. Et l'enjeu, c'est ce qu'on en fait après, la façon dont on en parle, comment on en parle et comment on est cohérent par rapport à ce portfolio et à la façon dont on parle de soi ou des artistes qu'on représente en tant qu'agent. Quelle meilleure manière de terminer cette conversation. C'est le nœud parfait. Super. Merci infiniment, Marion. C'était fascinant de pouvoir discuter avec toi, de passer de l'autre côté de la barrière, de ce métier d'agent qui intrigue aussi beaucoup de personnes dans la profession, ceux qui ne sont pas encore représentés. Donc, merci beaucoup à toi. On encourage tout le monde à aller explorer le portfolio de Pekelo, d'aller voir les artistes que Marion représente, d'aller sur leur Instagram. Pareil pour Adobe, pour aller voir leurs offres, les suivre sur Instagram, le laptop dont Pauline s'occupe et Sens Créatif, mon podcast. Donc, merci à tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. On est très contents avec Pauline d'avoir mené ces 9 émissions avec vous. Quel travail. Ouais. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, Pauline, pour terminer. Eh bien, écoute, moi, franchement, je pense que vous avez été bien inspirés. Là, j'étais contente de pouvoir voir quelques petits portfolios. De super travail de David et Priscilla. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on pourra aussi organiser à la rentrée, des lectures de portfolios, soit avec des agents, soit d'autres pairs ou des gens qui doivent recruter. Ça peut être aussi une bonne évolution. Donc, on réfléchit à voir comment on peut faire évoluer le format. Évidemment, vous recevez nos mails d'invitation, donc n'hésitez pas à nous partager des choses que vous aimeriez avoir en plus ou en moins. Voilà, donc, dans l'émission, ouais. Ça serait hyper chouette. Donc, on l'a fait un petit peu comme ça à l'arrache, en mode allez, il faut aider les créatifs, il faut aider les designers, il faut aider à se refaire après toute cette période, quoi. Mais voilà, donc nous, on est toujours ouvert évidemment à améliorer le format. Donc, on va y réfléchir à la rentrée. Ouais, on vous donne d'ailleurs rendez-vous à la rentrée. Suivez-nous sur les réseaux, les mails, etc. Donc, à partir de la rentrée, septembre-octobre, normalement, il devrait y avoir de la suite dans les idées. Et comme vient de le dire Pauline, si vous avez des retours, des zones d'amélioration, des choses qui vous intéresseraient de peut-être plus développer autour de cette thématique, faire sa promo comme les pros, parce qu'au final, c'est pour ça qu'on est là, écrivez-nous et voilà. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances et un très bel été à tout le monde. Merci à Stéphane et Olivier qui ont été avec nous à chaque fois depuis plusieurs mois. Avec plaisir. Merci beaucoup Marion d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, Marion. carrément. Et puis, rendez-vous à la rentrée. Bon appétit à tous. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Merci. Allez, à Merci, bientôt. au revoir. Merci à tous. Ciao. Et bonnes Au vacances revoir. pour ce camp. Oh, Ouais, carrément. tu n'en as pas, toi? Un peu. Un petit peu quand même. Voilà la rentrée. Au revoir. Ciao.